trouve qu'il convient. Disons que j'utilise un peu de poésie. Je l'aime beaucoup. Imaginez un instant qu'un jour, quelqu'un vous dise que pour réussir, vous devez changer la chose la plus intime que vous possédez. Pas votre tenue, pas votre coiffure, mais votre voix. C'est exactement ce qui est arrivé à Francis Cabrel. Pendant des années, le public français l'a vu comme l'image parfaite du chanteur paisible. Un homme discret, presque mystérieux, qui semblait toujours à distance du tumulte du monde. Sa voix douce accompagnait les moments importants de la vie de millions de personnes. On croyait connaître Francis Cabrel, un artiste simple, fidèle à sa terre, loin du bruit des grandes villes. Mais derrière cette image tranquille se cache une vérité beaucoup plus complexe. Au tout début de sa carrière, alors que tout semblait enfin s'ouvrir devant lui, Francis Cabrel a vécu un moment qui allait le marquer profondément. Ce n'était pas sur scène, ce n'était pas devant le public, c'était dans un studio, à huis clos, face à des professionnels de l'industrie musicale. La discussion semblait banale. On parlait d'avenir, de potentiel, de succès possible. On lui expliquait qu'il avait quelque chose de rare, quelque chose qui pouvait toucher beaucoup de monde. Mais très vite, la conversation a glissé vers un détail qui pour eux n'était qu'un ajustement, alors que pour lui, c'était une partie de son identité. Sa voix, son accent. On lui a suggéré, calmement, presque gentiment, qu'il pourrait aller beaucoup plus loin s'il acceptait de modifier légèrement sa manière de chanter, d'adoucir cet accent venu du sud-ouest, de rendre sa voix un peu plus neutre, un peu plus conforme aux standards de la de la radio. Rien de violent dans les mots, tout semblait raisonnable. Et pourtant, à cet instant précis, Francis Cabrel a compris quelque chose de fondamental. Dans ce monde-là, on ne cherchait pas seulement à accompagner un artiste, on cherchait aussi à le transformer. Car pour l'industrie musicale, ce jeune homme venu d'un petit village d'Astafor représentait un potentiel immense, mais aussi un problème. Il était trop différent, trop sincère, trop éloigné des codes de Paris. Sa manière de chanter n'avait rien de fabriqué, rien de calculé. Elle venait d'un endroit profond, d'une vie simple, d'un rapport presque intime avec la musique. Et c'est justement ce qui dérangeait. Dans les bureaux élégants de la capitale, certains pensaient déjà à la meilleure manière de rendre ce talent plus efficace, plus universel, plus rentable. Ajuster une diction, modifier une couleur de voix, lisser quelques aspérités, cela faisait partie des règles du jeu. Mais pour Francis Cabrel, la question n'était pas technique. Elle était beaucoup plus profonde. Sa voix n'était pas un outil marketing. Elle portait son histoire, son camp, son accent, sa terre, tout ce qu'il avait construit bien avant les projecteurs. Ce jour-là, sans élever la voix, sans provoquer de scandale, il a pris une décision silencieuse. Il continuerait à chanter exactement comme il était. Ce refus n'a pas fait la une des journaux. Personne n'en a parlé. Pourtant, c'était peut-être l'un des moments les plus importants de sa carrière. Car dans un univers où l'on demande souvent aux artistes de se conformer aux attentes du marché, rester fidèle à soi-même peut devenir un véritable acte de résistance. Et cette résistance, Francis Cabrel allait la mener toute sa vie, souvent dans l'ombre, pendant que le public découvrait simplement ses chansons. Car pendant que la France allait tomber amoureuse de sa musique, une autre histoire, beaucoup plus discrète, était déjà en train de se jouer en coulisses. Une histoire faite de pression invisible, de succès fulgurants et de décisions difficiles. Mais pour comprendre comment ce jeune homme du Sud-Ouest s'est retrouvé face à ce choix impossible, il faut revenir à une époque où personne ne connaissait encore son nom. À l'époque où Francis Cabrel n'était qu'un garçon discret avec une guitare, quelques chansons griffonnées dans la solitude et un destin qu'il n'imaginait même pas encore. Et c'est dans un petit village presque oublié du Lot-et-Garonne que tout a réellement commencé. Bien avant les grandes salles de concert, bien avant que des millions de personnes ne connaissent ton nom, Francis Cabrel n'était qu'un jeune homme discret vivant dans un petit village du sud-ouest de la France, Astafor. Un endroit paisible, entouré de champs, où la vie avance lentement et où personne ne parle vraiment de carrière musicale. Là-bas, on parle plutôt de saison, de travail, de famille. Rien qui ressemble au monde brillant et parfois brutal de l'industrie du spectacle. C'est dans cet environnement simple que Francis Cabrel grandit. Fils d'immigrés italiens, il apprend très tôt la valeur des choses modestes, le silence, la patience, l'observation. Chez lui, on ne parle pas beaucoup, mais on écoute. Et peut-être est-ce là que naît sa sensibilité particulière. Adolescent, il découvre la guitare presque par hasard.
Un instrument simple, posé entre ses mains comme un compagnon silencieux. Très vite, il comprend qu'avec quelques accords et quelques mots, il peut exprimer des émotions qu'il n'oserait jamais dire autrement. Il ne pense pas à devenir célèbre. Il ne rêve pas de Paris ni de télévision. Il écrit simplement. Dans sa chambre tard le soir, il griffonne des paroles sur des feuilles éparpillées. Des mots simples, mais profondément sincères. À cette époque, personne ne sait encore que ces chansons vont un jour traverser toute la France. Parmi elles, il y en a une qui va changer sa vie. Une chanson écrite pour celle qu'il aime, une chanson intime, presque fragile. Petite Marie, à l'origine, ce n'est pas une chanson destinée au public. C'est une déclaration d'amour, un moment suspendu entre deux personnes. Mais c'est justement cette sincérité brute qui va toucher quelque chose de profond chez ceux qui l'écoutent. Car lorsqu'on entend Cabrel chanter, on ne perçoit pas seulement une mélodie, on ressent une vérité. Et dans les années 1970, cette vérité devient rare. À cette époque, la musique française commence à changer. Les sons se modernisent, les productions deviennent plus ambitieuses, plus spectaculaires. Beaucoup d'artistes cherchent à impressionner. Francis Cabrel, lui, fait exactement l'inverse. Il raconte, il murmure, il parle de sentiments simples, d'histoires humaines, de paysages familiers. Et contre toute attente, cette simplicité va séduire un public immense. Le tournant arrive presque par hasard. Un jour, il participe à un concours organisé par une radio régionale. Rien d'extraordinaire au départ, juste une opportunité de chanter devant quelques professionnels de la musique. Mais ce soir-là, quelque chose se produit. Dans la salle, certains comprennent immédiatement qu'ils entendent une voix différente. Pas spectaculaire, pas flamboyante, mais profondément authentique. Cette authenticité devient sa signature. Et quelques années plus tard, une chanson va transformer ce jeune homme inconnu en phénomène national. Une chanson que toute la France va bientôt fredonner sans même s'en rendre compte. Je l'aime à mourir. Du jour au lendemain, la vie de Francis Cabrel bascule. Les radios diffusent sa musique en boucle, les maisons de disques s'intéressent à lui, les salles de concert commencent à se remplir. Ce garçon timide d'Astafor devient soudain une figure incontournable de la chanson française. Mais ce que le public ignore encore, c'est que ce succès fulgurant va aussi attirer l'attention d'un autre regard. Un regard plus froid, plus calculateur. Dans les bureaux élégants de Paris, certains commencent déjà à observer ce phénomène inattendu venu de la campagne. Ils voient en lui un talent immense, mais aussi quelque chose qui ne correspond pas aux règles habituelles du système. Et très vite, une question commence à circuler. Comment transformer ce chanteur atypique en une machine à succès parfaitement maîtrisée ? Ce qui n'était au départ que quelques conseils bienveillants va bientôt se transformer en pression beaucoup plus insistante. Car derrière les premiers applaudissements, une autre histoire commence déjà à s'écrire. À la fin des années 1970, la vie de Francis Cabrel bascule presque du jour au lendemain. Une chanson commence à tourner à la radio, puis une autre. Et très vite, Je l'aime à mourir devient un phénomène que personne n'avait vraiment anticipé. La chanson se répand partout, dans les voitures, dans les salons, dans les cafés. Les gens la fredonnent sans même savoir exactement pourquoi elle les touche autant. Pour le public, Cabrel apparaît comme une révélation. Une voix calme dans une époque qui commence à s'accélérer. Là où d'autres artistes cherchent à impressionner, lui racontent simplement des histoires. Et c'est précisément cette simplicité qui frappe les auditeurs. Les ventes de disques augmentent rapidement. Les salles de concert se remplissent. Les médias commencent à s'intéresser à ce jeune chanteur venu du Sud-Ouest. En peu de temps, Francis Cabrel devient l'une des nouvelles figures importantes de la chanson française. Mais derrière cet enthousiasme, un autre regard commence à se poser sur lui. Dans les bureaux des maisons de disques parisiennes, les producteurs observent ce succès avec attention. Ils voient un talent évident, une sensibilité rare. Mais ils voient aussi quelque chose qui, selon eux, pourrait être amélioré. Cabrel est différent. Il ne parle pas comme les chanteurs habituels de la capitale. Il ne correspond pas totalement au code de la scène parisienne. Et surtout, il garde cet accent du Sud-Ouest qui rappelle immédiatement ses origines. Au début, les remarques restent légères. On lui parle d'adaptation, de stratégie, de visibilité. On lui suggère qu'avec quelques ajustements, il pourrait toucher encore plus de monde. Rien d'agressif, rien de brutal. Pourtant, derrière ces conseils polis, une idée commence à circuler. Pour durer dans ce milieu, il faudra peut-être changer certaines choses.
Pendant ce temps, le rythme de la célébrité s'intensifie. Les tournées se succèdent, les interviews deviennent fréquentes, les journées se remplissent de déplacements et de rencontres. La vie tranquille d'Astafor semble déjà loin. Sur scène, Francis Cabrel reste fidèle à lui-même. Sa voix garde la même douceur, ses chansons conservent la même sincérité. Le public voit un artiste calme, presque intemporel. Mais en coulisses, la pression commence doucement à s'installer. Chaque nouveau projet est attendu avec impatience. Chaque chanson est analysée. Chaque silence devient une interrogation. Dans l'industrie musicale, le succès n'est jamais considéré comme acquis. Il doit être confirmé, prolongé, amplifié. Et plus un artiste est aimé, plus les attentes deviennent grandes. Francis Cabrel commence alors à découvrir l'envers de la célébrité. Les décisions se multiplient autour de lui, tournées, promotions, apparitions publiques. Tout s'organise avec précision, parfois sans qu'il en soit réellement l'initiateur. La machine du succès est en marche. Et peu à peu, une sensation nouvelle apparaît. Celle d'être entraîné dans un mouvement qui va plus vite que lui, car Cabrel n'est pas un artiste de bruit et d'agitation. Son inspiration naît dans le calme, dans les paysages familiers du sud-ouest, dans ces moments de silence qui deviennent de plus en plus rares. Plus les années passent, plus ce contraste devient visible. D'un côté, la gloire continue de grandir. De l'autre, une fatigue discrète commence à s'installer. Une fatigue silencieuse que le public ne voit pas encore. Car derrière les applaudissements et les succès, une question commence doucement à apparaître dans l'esprit de Francis Cabrel. Jusqu'où faudra-t-il aller pour continuer à exister dans ce système ? Et bientôt, il va découvrir que le succès peut parfois ressembler à quelque chose d'inattendu, une cage brillante, dont il devient difficile de s'échapper. Au début, tout ressemble encore à un rêve. Les salles sont pleines, les applaudissements résonnent longtemps après la dernière note, et chaque concert semble confirmer que la France entière est tombée amoureuse de la voix de Francis Cabrel. Pour le public, tout paraît simple. Un chanteur sincère, des chansons qui touchent le cœur et une carrière qui ne cesse de grandir. Mais ce que l'on voit sur scène n'est qu'une partie de l'histoire. Car très vite, la mécanique de la célébrité commence à s'accélérer. Les tournées s'enchaînent, parfois sans véritable pause. Une ville aujourd'hui, une autre demain. Les nuits passent dans des hôtels où tout se ressemble. Les mêmes couloirs silencieux, les mêmes chambres impersonnelles, les mêmes réveils trop tôt le matin. Peu à peu, le temps n'appartient plus vraiment à l'artiste. Chaque journée est organisée, planifiée, optimisée. Les interviews deviennent régulières, les apparitions publiques se multiplient. On lui indique où aller, à qui parler, comment présenter le prochain album. Rien n'est laissé au hasard. Au début, Francis Cabrel accepte ce rythme sans trop y penser. Après tout, il sait que ce succès est aussi une chance. Des milliers d'artistes rêveraient d'être à sa place. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. La célébrité, qui devait être une récompense, prend une forme plus étrange. Elle devient une sorte de cage. Une cage confortable, admirée par tous, mais une cage malgré tout. Car Cabrel est un homme qui a besoin de silence. Ses chansons naissent rarement dans l'agitation. Elles apparaissent dans des moments simples. Une promenade, un paysage familier, une pensée qui arrive doucement. Or ce silence devient de plus en plus difficile à trouver. Le bruit du monde l'entoure désormais en permanence. Les journalistes veulent savoir qui il est vraiment. Les médias analysent ses paroles, interprètent ses silences. Sa vie privée, autrefois protégée par la discrétion d'Astafor, attire maintenant la curiosité. Les regards deviennent plus nombreux, plus insistants. Et avec eux arrive une autre forme de pression, celle de devoir rester au sommet. Chaque nouvel album est attendu comme un événement. Chaque chanson est comparée à la précédente. Dans ce milieu, on n'attend pas seulement d'un artiste qu'il réussisse une fois. On attend qu'il réussisse toujours. Cette attente permanente peut devenir lourde. Dans certaines nuits d'hôtel, loin du public et des projecteurs, Francis Cabrel commence à ressentir une fatigue qu'il ne connaissait pas auparavant. Pas une fatigue physique seulement, mais quelque chose de plus profond. Une fatigue de l'âme. Il continue à chanter, à écrire, à monter sur scène avec la même sincérité. Mais à l'intérieur, une question commence à apparaître de plus en plus souvent. Est-il encore maître de sa propre vie ? Car plus le public l'admire, plus il a parfois le sentiment de s'éloigner de lui-même. Ce décalage reste invisible pour ceux qui l'écoutent. Sur ces scènes, tout semble parfait. Sa voix est stable, ses chansons touchent toujours autant. Rien ne trahit les doutes qui commencent à grandir en silence.
Mais cette tension ne peut pas durer éternellement. Car lorsque le succès devient trop lourd à porter, il arrive un moment où même les artistes les plus discrets doivent donc se poser une question essentielle. Continuer ou tout arrêter? Et pour Francis Cabrel, ce moment va arriver plus vite que tout le monde ne l'imagine. En 1994, tout semble sourire à Francis Cabrel. Après des années de succès, il atteint un moment que la plupart des artistes attendent toute leur vie, le sommet absolu. Cette année-là, il sort un album qui va marquer toute une génération, Samedi soir sur la Terre. Le succès est immédiat. Les radios diffusent les chansons en boucle, les paroles s'installent dans la mémoire collective. Les ventes explosent, dépassant largement le million d'exemplaires. Dans toute la France, les gens chantent ces mots comme s'ils avaient toujours existé. De l'extérieur, tout semble parfait. C'est la consécration. Le moment où un artiste récolte enfin tout ce qu'il a construit. Les salles se remplissent sans effort, les journalistes parlent d'un triomphe, et l'industrie musicale célèbre l'un de ses plus grands succès. Mais derrière cette réussite éclatante, quelque chose commence à se fissurer. Car pour Francis Cabrel, cette période ne ressemble pas seulement à une victoire. Elle ressemble aussi à un point de bascule. Le rythme devient presque impossible à suivre. Tournées, interviews, sollicitations médiatiques, tout s'accélère encore davantage. Chaque jour demande une énergie nouvelle, et peu à peu une fatigue profonde s'installe. Pas une simple lassitude physique. Une fatigue plus silencieuse, plus intime, celle qui apparaît quand on a l'impression que la machine avance toute seule sans que l'on puisse vraiment la ralentir. Dans certaines nuits passées loin de chez lui, seul dans une chambre d'hôtel, Francis Cabrel commence à se poser une question qu'il n'avait jamais osé formuler jusque-là. Et si tout cela devait s'arrêter? Ce n'est pas une crise spectaculaire, ce n'est pas un scandale, c'est une pensée discrète, presque secrète, mais de plus en plus présente, car il le sent. S'il continue à ce rythme, quelque chose d'essentiel risque de disparaître. Pas le succès, pas la reconnaissance, mais lui-même. Le paradoxe est troublant. Au moment précis où sa carrière atteint son apogée, l'idée de tout abandonner commence à apparaître. Beaucoup d'artistes, dans la même situation, auraient continué sans se poser de questions. Après tout, comment renoncer à une telle réussite? Mais Francis Cabrel n'a jamais été un artiste comme les autres. Il n'a jamais cherché la lumière pour elle-même. Ce qu'il cherchait depuis le début, c'était un espace pour écrire, pour chanter, pour rester fidèle à ce qu'il ressentait. Et cet espace semble disparaître peu à peu. Autour de lui, personne ne voit vraiment le danger. Le public applaudit, les professionnels parlent de nouveaux projets, les chiffres continuent de grimper, tout le monde regarde vers l'avenir. Sauf lui. Lui commence à regarder autrement ce qu'il vit, à mesurer le prix de cette réussite, à comprendre que continuer sans rien changer pourrait lui coûter ce qu'il a toujours essayé de préserver, son identité. Alors, pour la première fois, Francis Cabrel envisage sérieusement une rupture. Pas une pause, une vraie rupture avec ce rythme, avec ce système qui ne ralentit jamais. C'est un moment suspendu dans sa vie, un instant où tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Car une question se pose désormais clairement. Faut-il continuer à suivre le mouvement ou inventer une autre manière d'exister dans ce monde? Et la réponse que Francis Cabrel va trouver va surprendre beaucoup de monde, car au lieu de disparaître complètement, il va choisir une voie beaucoup plus inattendue. Une voie silencieuse, mais profondément radicale. Après avoir frôlé l'idée de tout arrêter, Francis Cabrel comprend finalement qu'il ne veut pas abandonner la musique. Mais il sait aussi qu'il ne peut plus continuer au même rythme. Alors il prend une décision simple, mais radicale. Il ralentit. Dans un milieu où les artistes doivent être partout, tout le temps, Cabrel choisit l'inverse. Il limite ses apparitions, refuse certaines interviews et prend le temps nécessaire entre chaque album. Ce choix surprend l'industrie, mais il lui permet de préserver ce qui compte le plus, sa liberté et son identité. Peu à peu, cette discrétion devient sa force. Chaque nouveau disque est attendu avec impatience et le public reste fidèle parce qu'il reconnaît chez lui quelque chose de rare, une sincérité intacte. Avec les années, Francis Cabrel comprend aussi que d'autres artistes vivent les mêmes pressions qu'il a connues. C'est pourquoi il s'engage dans des projets comme Voix du Sud, à Astafor, pour accompagner les jeunes auteurs et les encourager à protéger leur voix et leur personnalité. Car au fond, la plus grande victoire de Cabrel n'est peut-être pas son succès, mais le fait d'avoir traversé toute une carrière sans renoncer à ce qu'il est.
Et son histoire nous laisse une question simple. Dans un monde qui pousse chacun à se conformer pour réussir, est-il encore possible de rester fidèle à soi-même ? Si cette histoire vous a touché, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies sur les grandes figures de la musique.